Bienvenue à tous pour ce coaching juridique dispatché entre Louis, Grégory et moi-même. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir trois principaux sujets, quatre avec le DIP, quatre principaux sujets effectivement actuels. On va d'abord faire le point sur tout ce qui tourne autour du barème d'honoraires et de la législation autour des honoraires, justement, en termes d'affichage, en termes de validité. Ensuite, on va faire le point sur TracFin avec Grégory. Et Louis va terminer avec le DIP et les règles autour de la validation du mandat. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par le barème d'honoraires. Alors, il y en aura à peu près pour 35 minutes. On va d'abord attaquer avec les honoraires de transaction. Ensuite, les honoraires de location, puisque c'est différent. C'est pas les mêmes. C'est à la fois les mêmes textes, mais il y a aussi des textes qui viennent s'ajouter, surtout en termes d'encadrement. On va voir les règles d'affichage général, qui là sont propres à tout le barème. Et enfin, le contenu du barème et des annonces. Voilà comment ça va se passer en termes des honoraires. On va s'intéresser principalement à trois textes. L'arrêté du 10 janvier 2017, le décret du 1er avril 2014 pour la location et enfin le code de la consommation, tout simplement. Voilà, un petit peu, on va terminer avec les pratiques un peu trompeuses. Les mises en garde, parce qu'on a vu des choses ces derniers temps assez limites. Alors, les honoraires de transaction. Les règles générales en termes d'honoraires de transaction, c'est que la première chose, c'est qu'ils ne sont pas réglementés, donc vous pouvez les fixer librement. Vous pouvez bien sûr les appliquer en pourcentage ou en forfait. Donc, vous êtes assez libre en termes de fixation de barème. Ce qui est vraiment important à comprendre justement avec ce fameux barème, c'est que ce que cherche le législateur, c'est vraiment la transparence. C'est vraiment la transparence envers le consommateur. En gros, le consommateur, ce qu'il veut, lui, c'est dès qu'il tombe sur une annonce, il veut savoir combien ça va lui coûter. En gros, c'est ça. Ces dernières années, le législateur veut vraiment que les honoraires soient totalement transparents de façon à limiter au plus la confusion et les tromperies, en gros. Pour ça, on va s'intéresser à un texte qui a été fait après la loi Allure. C'est l'arrêté du 10 janvier 2017. Vous vous rappelez, alors toutes les sources, je vous les mettrai après dans le chat. Donc les trois textes, c'est ceci. C'est l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenants d'une transaction immobilière. C'est le décret du 1er août 2014 pour les locations. Et on terminera avec cet article sur le code de la consommation. Je vous les mettrai après dans le chat si vous souhaitez aller les voir dans le détail. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on va pas. L'objectif, c'est pas de les décortiquer. Je vous ai tout simplement fait un condensé de ces trois textes. Vraiment, j'ai ressorti les informations les plus importantes. Après, si vous souhaitez vraiment les décortiquer, je vous les mettrai dans le chat. Alors, vous voyez mon écran? Ok. Oui. Ça marche. On te voit très bien, Jonathan, c'est bon. Ça marche. Donc, je repasse en mode présentation pour le coup. Donc, jusqu'au 1er avril 2022, c'était l'arrêté du 10 janvier 2017 qui s'appliquait, qui a été modifié par l'arrêté du 26 janvier 2022. Vous vous rappelez qu'à l'époque, le texte disait que les honoraires affichés devaient être les honoraires pratiqués. Et on avait des discussions quotidiennes sur est-ce que je peux toucher à mon barème, est-ce que je peux négocier. Et le texte disait non, clairement, puisque les honoraires pratiqués devaient être, les honoraires affichés devaient être les honoraires pratiqués. Certes, il y avait une tolérance, une tolérance, mais qui n'était pas fixée au moment de la négociation, mais qui n'était pas définie, donc qui était laissée à l'appréciation du contrôleur. Mais le texte, il disait les honoraires affichés devaient être les honoraires pratiqués. Donc, il laissait entendre dire qu'on ne pouvait rien faire. Ça, c'est fini. C'est fini depuis le 1er avril 2022, puisque maintenant, donc l'arrêté du 26 janvier 2022 a modifié celui du 10 janvier 2017
Et il a simplement changé les mots. Il a dit que maintenant, les honoraires affichés doivent être les honoraires maximum. Voilà. Donc, en un mot, tout a changé. Tout simplement parce que maintenant, le barème, depuis le 1er avril 2022, est un barème maximum. Donc, vous avez votre barème, qui est un barème maximum. Et après, vous êtes libre de pouvoir marquer ce que vous voulez dans le mandat, quasiment. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pratique, puisque au moins, on est plus embêté par tout ce qui est règle avec la répression des fraudes et tout ça. Alors, attention quand même à ne pas céder à la facilité. Certes, les honoraires sont maximum, donc vous pouvez vous adapter pour des notions de marché, des notions de concurrence de temps en temps, mais attention à ne pas céder à la facilité et à ne pas systématiquement revoir votre barème à la baisse, puisqu'il s'agit tout de même de votre chiffre d'affaires. Voilà. Ça, c'est une petite remarque personnelle. Quant à la question, puisque je suis quasiment sûr qu'il y aura la question dans le coaching, donc je l'anticipe, puisqu'on me la propose régulièrement, est-ce qu'on peut modifier son barème en cours d'année? C'est une question intéressante. Moi, je réponds qu'il n'y a pas de règle, tout simplement parce que ce n'est pas prévu, mais qu'il faut tout de même appliquer son barème. Donc, on ne peut pas s'amuser à changer son barème toutes les 4 secondes. Donc, moi, si vous pouvez le justifier, je vous conseille maximum de le modifier une fois par an. Pourquoi? Parce que si on s'amuse à le modifier régulièrement, eh bien, ça peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse et dire vous faites un barème à la tête du client. Donc, je vous déconseille de le modifier plus d'une fois en fait, par an. Voilà. Tant que vous pouvez le justifier s'il y avait un contrôle, au moins vous pouvez le justifier par des raisons de marché ou de concurrence. Vu que ce n'est pas défini, vraiment d'un point de vue légal, encore une fois, on s'en remettra à l'appréciation du contrôleur. Donc, mieux vaut limiter la casse et éviter de le faire. Il faut le faire le moins possible, en gros, pour résumer. Voilà. Donc, voilà pour ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à vous manifester dans le chat. Ça, c'est pour les honoraires de transaction, donc rien de compliqué au niveau du barème. Ensuite, les honoraires de location, c'est différent. Les honoraires de location, eux, par contre, sont encadrés. Donc, qui paye les frais d'agence? C'est intéressant, ça, puisqu'on va facturer plusieurs personnes. Donc, déjà, les frais sont partagés entre le bailleur et le locataire. Mais pas pour tout. C'est la loi Allure, pareil, qui a fixé une liste de tâches qu'on peut facturer aux locataires et qu'on peut facturer et qui sont partagées par moitié. Donc, ça consiste aux visites, en gros, aux frais de dossier, rédaction du bail, état des lieux. Ce qui est très important pour ceux qui font de la location, c'est quand vous facturez, c'est que les frais ne doivent pas dépasser un plafond établi au mètre carré depuis la loi Allure. Et ça, c'est le décret du 1er août 2014 que je vous mettrai dans le chat qui prévoit ça. On détaillera après en fonction des zones. Le montant des frais à la charge du locataire ne doit pas être supérieur aux frais payés par le propriétaire. Ça, c'est super important aussi. Donc, le locataire ne peut pas payer plus que le propriétaire. D'accord? Et enfin, le bailleur peut payer en plus des frais. Alors là, ça ne rentre pas dans cette facturation-là, mais dans le cadre du mandat de location, vous pouvez aussi, mais je sais que ça se fait pas souvent, mais vous avez aussi le droit de facturer des honoraires d'entremise, au même titre que la transaction. Et là, pour le coup, eux ne sont pas encadrés. D'accord? Puisque vous ne facturez pas le locataire, vous facturez le bailleur. D'accord? Donc, les pourcentages, ils sont divisés en 3 zones sur le territoire. Tout d'abord, alors là, c'est pareil, le décret est beaucoup plus long, là, j'ai fait un condensé, parce que sinon, ça ne rentrait pas. Donc, dans les zones très tendues, en gros, c'est Paris et certaines communes aux alentours, certains départements aux alentours très proches de Paris, on est à 12 € le mètre carré. Zone tendue, c'est 10 € le mètre carré. Et les zones pas tendues, le reste du territoire, c'est 8 € du mètre carré. À ces honoraires, vous pouvez en plus facturer des honoraires d'état des lieux qui sont à 3 € par mètre carré. Et ça, eux, pour le coup, s'appliquent sur tout le territoire. Voilà. Ils sont encadrés, mais il n'y a pas de... quelle que soit la zone, c'est 3 € du mètre carré partout en France.
Ce qui veut dire, Jonathan, on en parlait dans le webinaire sur la gestion locative avec Valérie, ce qui veut dire qu'une maison ou un appartement en location en zone tendue peut amener à 3 000 € d'honoraires, puisque on peut facturer à la fois 12 plus 3 au C'est ça. propriétaire et à la fois 12 plus 3 au locataire. Et c'est pour ça que la location peut être intéressante. On peut, c'est un maximum. En tout cas, c'est un maximum. On peut aller au maximum. Après, je n'ai pas regardé ce qui se pratiquait dans les zones tendues, mais en tout cas, théoriquement, on pourrait aller. Voilà. La seule règle, effectivement, c'est de ne pas facturer au locataire des montants supérieurs à ceux facturés au propriétaire. C'est ça, c'est exactement ça. Là, pour le coup, on est hors la loi si on fait ça. Exactement. J'avais juste une question sur la capacité à changer la charge des honoraires est-elle modifiable? On est d'accord que depuis le 1er avril, on ne parle que de barème maximum et que, par conséquent, on peut tout à fait changer le montant de ces honoraires mandat par mandat, puisque ce sont des barèmes maximum. Le barème est un barème maximum. Ce qui était important aussi à savoir, alors ça, c'est pour le coup, c'est pas dans le texte, ça, c'était une recommandation de la DGCCRF. Normalement, le débiteur, parce que là, j'ai entendu le mot charge, la charge, le débiteur, enfin, celui qui a la charge des honoraires, ça, c'est différent encore. Mais celui qui a la charge. Oui, après, il y a est-ce que c'est charge à cœur ou charge voilà. tout à fait. Mais ça aussi, ce qui est bien, c'est que cet arrêté règle aussi ce problème parce que à l'époque, parce que le calcul de la charge vendeur n'est pas le même que celui de la charge acquéreur. Ce qui fait qu'à l'époque, on pouvait, même si ça se faisait très régulièrement, et on pouvait penser que faire des mandats charge vendeur, charge acquéreur, mais changer régulièrement, c'est interdit. C'était interdit parce que on ne respecte pas le barème, puisque même si c'est quelques centaines d'euros près, à la fin, le calcul n'est pas le même. Et le barème n'est pas, la commission ne sera pas la même. Donc finalement, respectez pas le barème. Aujourd'hui, ça règle un peu ce problème. Le seul truc, c'est qu'il y a une recommandation de la répression des fraudes qui dit que le débiteur de la charge doit être normalement renseigné sur le barème. Donc, finalement, même si ce n'est pas dans le texte, moi, je recommande, effectivement, sauf à titre exceptionnel, que si vous choisissez la charge vendeur, vous faites de la charge vendeur. Point. Voilà, c'est ce que je recommande. Alors, je pourrais intervenir si ça ne vous dérange pas. Ouais. Comme tu l'as dit justement, le principe de la loi est qu'un vendeur ou un acquéreur, quand il vient sur notre barème, doit pouvoir calculer exactement combien il va payer de commission. C'est ça. Or, si vous passez charge vendeur à charge acquéreur, il ne saura pas exactement combien il va payer de commission. Donc, l'esprit de la loi reste le même. Quand il faut dire si on est charge vendeur ou charge acquéreur et respecter cette charge-là. Obligatoirement. Alors, après, il y a des cas particuliers, notamment dans le cadre de succession ou autre, où ça devient compliqué. Donc là, tout simplement, moi, je vous invite à, dans votre barème, prévoir ces cas particuliers. C'est-à-dire qu'en cas de… Vous pouvez très bien mettre honoraire charge vendeur, et donc vous faites des honoraires charge vendeur pour tout le monde, mais vous pouvez spécifier que dans le cadre d'une succession, les honoraires sont charge acquéreur. Et là, ça ne pose plus aucun problème, puisque quelqu'un qui viendra sur votre site voir votre barème, il verra, puisque c'est une succession, que les honoraires sont charge acquéreur. Donc, ça ne pose aucun problème à ce moment-là, puisque c'est spécifié sur votre barème. Et pour le coup, ça devient le barème. Donc, ça devient votre barème. Vous pouvez très bien, dans votre barème, faire des charges vendeurs, charges acquéreurs, à condition pour que ce soit bien clair que votre acheteur ou votre vendeur soit informé. Vous pouvez mettre, par exemple, que toutes les maisons jaunes seront charges acquéreurs. Je dis n'importe quoi, mais le mec qui a une maison jaune, il vient sur votre barème et il saura qu'il est charge acquéreur. Voilà, pour les successions, ça règle le problème des successions de l'écrire sur votre barème. Voilà, parenthèse fermée. Mais merci pour cette précision parce que c'est exactement ça. Je vois qu'il y a effectivement des commentaires là, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, le problème des successions. Alors, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire,
sur ce que tu viens de dire, c'est ce que j'avais dit en préambule, c'est l'essentiel de la réglementation immobilière concernant les frais d'agence réside dans la transparence envers le client. C'est vraiment le but vraiment du législateur en fait. Est-ce que quelque chose nous empêche de mettre systématiquement les charges acquéreurs? Parce que c'est vrai que de plus en plus, c'est plus intéressant au niveau aussi des frais de notaire. Et les notaires ne comprennent parfois pas pourquoi est-ce qu'on fait des charges vendeurs. Alors, encore une fois, tu peux choisir de faire de la charge vendeur ou charge acquéreur. L'importance, c'est de s'y tenir au maximum, ou bien de renseigner les cas particuliers, effectivement, de façon à ce que la personne qui va venir sur ton barème sache exactement ce qui va se passer, à quelle sauce ça va être mangé, entre guillemets. Maintenant, moi, je conseille, pour avoir fait beaucoup de ventes, de garder le plus possible la charge vendeur. Je suis un grand partisan de la charge vendeur, pour plein de raisons. La première, c'est que la charge acquéreur est une invitation à la négociation, puisque, ça on va le voir tout à l'heure dans les règles d'affichage, les honoraires sont décrochés du net vendeur, on est beaucoup plus transparent sur les honoraires, ce qui fait que, pour le coup, c'est plus facile de négocier. Ensuite, surtout en ce moment, alors c'était déjà un peu le cas à l'époque, mais alors là en ce moment, avec les problèmes de prêt, ça l'est encore plus. Il y a beaucoup de banques qui ne financent pas les honoraires. Parce qu'avec une charge acquéreur, en fait, les honoraires sont décrochés du prix de l'immobilier, parce que quand c'est charge vendeur, en fait, nous, on fait partie de l'immobilier, en fait. Puisque à charge vendeur, l'acheteur achète un bien à 200 000 €, point. Les honoraires ne sont pas sortis. Donc, ça ne pose pas de problème de financement. Si c'est charge acquéreur, c'est 200 plus 12. Ce qui fait que c'est 200 pour le bien, 12 pour les commissions. Et là, ça peut poser problème. Vous pouvez avoir des refus de prêt à cause de ça. Ce serait dommage. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Merci pour ces arguments. Merci. J'ai une question. Ouais. Donc, on parlait dans le cas de succession, mais il y a aussi un autre problème, c'est quand, par exemple, il y a une vente forcée, puisque les gens ne peuvent plus payer leur crédit, ils ont des impayés au niveau dans d'autres domaines, et qu'au final, lors de la vente, ils risquent de plus rien rester, et même de plus pouvoir payer donc les honoraires. Et est-ce qu'on peut rajouter, par exemple, en cas de succession ou quel est le mot, je ne sais pas, pour se protéger? Tu peux. Il faut que ça fasse un minimum professionnel et que ça soit le plus précis possible. Mais tant que le cas particulier, et tu peux faire, par exemple, dans ton barème, une clause, tu sais, un peu comme dans le mandat, conditions particulières. Bon, tu l'appelles autrement, mais tu mets conditions particulières au barème, par exemple, ou conditions particulières, et tu mets les cas particuliers que tu recenses, ce qui fait que c'est transparent. Et comment on l'appelle déjà, le cas que je viens de citer? Une vente aux enchères, peut-être? Je ne sais pas. Ouais, par exemple, ou liquidation, ou je ne sais pas. Moi, je réfléchisse. Une saisie, une vente aux enchères. Bon, enfin, en tout cas, on parle de la même chose, je pense. Une adjudication. Merci, Oui. Oui. J'ai vu autre chose aussi sur la charge, quelque chose passé dans le chat. C'est par rapport au changement de la charge. Très important aussi depuis la loi Allure. Alors là c'est vraiment la perte de vos honoraires, si vous faites serrer, entre guillemets. C'est le débiteur de la charge au moment du mandat doit rester le même jusqu'à la fin. D'accord? Avant, on le faisait. Bon, je me rappelle, c'était bien parce qu'on faisait un avenant, on faisait bascule de la charge vendeur à la charge acquéreur au moment du compromis et on faisait économiser des frais de notaire à l'acheteur. Bon, ça, c'est vrai que c'est pratique. Mais ça, depuis Allure, c'est interdit aussi. Donc, évidemment, le débiteur de la charge reste le même du début à la fin. En cas de contrôle, c'est la perte des honoraires directs, ça par contre. Ouais. Bonjour, j'ai une question, Jonathan. Oui. Au niveau de la réglementation là, des honoraires dans un cadre de mandat de vente, donc il y a une tolérance, on a un barème affiché. Donc c'est un barème maximum.
Oui. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on rentre obligatoirement le bien au barème et on peut faire une négo donc quand il y a une offre, ou est-ce que cela veut dire que l'on peut rentrer le bien aussi en deçà de ce barème? Est-ce qu'il y a une tolérance dans les deux cas, ou parce que le client acquéreur doit être capable de calculer le montant des honoraires. Donc, si on le rentre en deçà, le calcul ne sera pas juste. Donc, où est la Il y a un barème tolérance? maximum. Donc, au moment de faire le mandat, tu peux faire un mandat en deçà. En deçà, et au niveau de la négociation aussi, il y a une tolérance. Pareil, tu peux. OK, merci. Alors, sauf, en fait, cette notion de maximum, moi, ce que je vous conseille de faire, dans la majorité des cas, c'est d'appliquer votre barème maximum. Voilà. Maintenant, si vous voyez que vous êtes en concurrence avec des confrères et que bon, voilà, vous commencez à être sur un vendeur récalcitrant et que pour lui, c'est vraiment important et que vous savez qu'il y a des confrères qui sont vraiment moins chers et que bon, vous savez qu'il faut faire le mandat, voilà, encore une fois, de temps en temps, pourquoi ne pas baisser un peu? Mais il ne faut pas que ça soit la facilité. Il ne faut pas que c'est parce que j'ai un barème à 12 000 max que j'ai l'habitude de faire 8 000. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu un article sur ça aussi. C'était sur le site de la CNACIM. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein, mais je sais qu'il y a des discussions. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi. Vous avez un barème maximum à 12 000 €. Mais toute l'année, vous faites des mandats à 8 000. Alors, c'est vrai que vous respectez le barème, parce que c'est un mandat maximum. Mais ce n'est pas si clair que ça, en fait. C'est pas que si, hein. Si vous avez un barème maximum à 12 000, mais que toute l'année, vous faites des commissions entre 7 et 9, par exemple, je dis ça au hasard, hein, bah, je sais qu'il y a des discussions en ce moment dans les syndicats pour dire, tiens, c'est peut-être pas si clair que ça. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, hein, c'est que des discussions, mais ça peut peut-être encore évoluer. J'ai vu ça chez la CNACIM. Donc, je vous conseille de vous mettre le plus possible au barème maximum, rien que pour votre chiffre d'affaires déjà, pour commencer. Et dans le cadre de vendeurs, on va dire, récalcitrants, ou qui vous donnent du fil à retordre, pourquoi pas de temps en temps céder. Mais que dans certains cas, il faut que ça reste exceptionnel, je pense. Allez, j'avance un petit peu, mais après, je continuerai de répondre aux questions. Alors, donc là, on en était où du coup? Honoraire de location. Donc ça, c'est bon. État des lieux, 3 €, on l'a vu. OK. Donc je vais pouvoir changer de slide. Alors, ça, c'est important. C'est les règles d'affichage. Ça, c'est le barème, mais pour toutes les mentions, hein, que ce soit transaction, etc., gestion, location, tout ce que vous voulez. C'est les règles d'affichage de la carte professionnelle. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est toujours le même texte. Hein, c'est l'arrêté du 10 janvier 2017, modifié par celui du 26 janvier 2022. Je vous ai mis les informations les plus importantes. Hein, je vous mettrai le texte dans le chat tout à l'heure. Donc, le barème doit être affiché de façon visible. Alors, parce que là, pour le coup, ça concerne les mandataires, mais aussi les agences. Je ne sais pas s'il y a des agences dans l'Assemblée. Le barème doit être affiché de façon lisible et visible à l'intérieur des établissements recevant la clientèle. Si l'établissement dispose d'une vitrine, le barème doit être affiché dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces immobilières. Il doit être parfaitement visible depuis l'extérieur. Sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement destiné aux publicités de vente, de location ou de sous-location du professionnel. Lorsque cette vitrine est partagée par plusieurs professionnels, une mention précisant la possibilité de consulter le barème sur simple demande peut être substituée. Dans les foires, les salons ou à l'occasion de toute manifestation commerciale, pour ceux qui font des foires justement, je sais qu'il y en a en ce moment, les professionnels peuvent toutefois indiquer de manière visible pour les consommateurs sur un panneau ne pouvant être inférieur au format A3 la possibilité de consulter immédiatement sur place l'ensemble des informations de l'article. Alors l'article du coup qu'il y a dans l'arrêté du 10 janvier 2017. C'est l'article 4 ou 5 d'ailleurs, j'aurais dû mettre le numéro. Alors, Internet, puisqu'on affiche pas mal sur Internet aussi. Sur Internet, le barème doit être également aisément accessible. Donc, si vous avez un site personnel, je sais qu'il y en a pas mal qui en ont dans le réseau, donc sur le site Internet du professionnel, en 2 clics maximum de la page d'accueil. Alors, c'est très simple. Moi, le barème d'honoraires, je vous conseille de le mettre dans le footer. Le footer, c'est le pied de page, en fait. Comme ça, il est visible sur toutes les pages du site. Et là, vous ne prenez pas la tête. En plus, il est discret. Sur toute page dédiée à l'activité du professionnel.
hébergé sur un site Internet n'appartenant pas aux professionnels et ne comportant pas d'annonce immobilière. Donc ça, c'est typiquement les réseaux sociaux. Le cas échéant, alors, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de mettre votre barème sur Facebook. Par contre, il faut qu'un lien renvoie, donc, parce que vous allez forcément faire un lien vers votre annonce, par exemple, et un lien renvoie vers le site Internet du professionnel lui-même permettant d'accéder au barème. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en gros, quand la personne clique sur votre annonce sur Facebook, ben, il faut que depuis la page de destination, il puisse arriver au barème. Donc, le mieux, c'est de mettre dans le footer. Comme ça, encore une fois, vous êtes tranquille. Sur toute annonce immobilière dématérialisée, la présence d'un lien hypertexte est visible dans le corps de l'annonce, intitulé, par exemple, « Consulter nos tarifs » ou renvoyant directement vers la page tarif du site du professionnel, permet de remplir l'obligation. Alors, certaines spécificités pour les annonces de vente. Maintenant, le contenu. Alors, quel que soit le support que vous utilisez sur une annonce, il doit y avoir le prix de... Alors, c'est vrai que là, pour le coup, bon, vu que on s'éloigne un peu du barème, mais c'est quand même intéressant. Et puis, c'est quand même le même texte, donc autant en parler un petit peu. Donc, sur vos annonces, le prix de vente du bien, objet de la publicité. Éventuellement, ce prix comprend obligatoirement la part des honoraires du professionnel, donc effectivement à la charge de l'acquéreur et exprimé à la fois. Donc, si vous avez fait une annonce charge acquéreur, il doit y avoir les honoraires inclus et exclus, qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l'issue de la réalisation de la transaction. Donc, la charge des honoraires doit être sur toutes les annonces. Le montant, bon voilà, les annonces sont en TTC, évidemment. Si vous faites une annonce charge acquéreur, l'annonce doit être aussi exprimée en pourcentage. Voilà. Ce montant est précédé de la mention honoraire. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment le texte. Hein. J'ai fait des copier-coller. Pour la location, donc le montant du loyer, augmenter éventuellement du complément du loyer pour les villes où il y a un encadrement des loyers, les charges récupérables, ou charges comprises, le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location, et dans tous les cas, les modalités de règlement des charges, donc comment font les régules, tout ça, le montant du dépôt de garantie, éventuellement le caractère meublé ou pas de la location, le montant TTC des honoraires du professionnel, suivi ou précédé de la mention honoraire charge locataire, pouvant être abrévié, voilà, HLC. Le montant de toute taxe comprise des honoraires à la charge locataire due au titre de la réalisation de l'état des lieux. Donc, vous vous rappelez, c'est les fameux 3 € maximum. La commune, la surface, la surf, elle est pas mal celle-là. La commune et la surf habitable du bien. Je ne sais pas ce que c'est la surf. J'ai tapé un peu vite là. La surface habitable du bien, évidemment. Voilà. Et pour terminer, voilà, je vous ai mis une petite slide de rappel parce que je suis moi-même, à titre personnel, à la recherche d'un bien pour faire du locatif. Et parfois, sans parler des choses qu'on me raconte au téléphone, et parfois, je suis assez surpris de ce que je trouve en termes de publicité trompeuse. Donc, je rappelle juste qu'en tant que professionnel de l'immobilier, on est soumis aux dispositions de droit commun, notamment le code de la consommation. Et que faire de la publicité mensongère, c'est du pénal. Et ça vaut très cher. Donc, je vous ai mis quelques... Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais je vous ai mis quelques notions totalement interdites que l'on retrouve souvent sur les annonces. Donc, le fait de proposer à la vente un bien déjà vendu ou loué. La diffusion d'annonces sans détenir préalablement un mandat à cet effet. La présentation de biens comme étant exclusifs, alors qu'ils font l'objet d'un mandat simple. Ça aussi, on le voit souvent. L'existence d'une différence entre le prix de vente indiqué sur le mandat et celui indiqué sur l'annonce. Vous avez un mandat à un certain prix et l'annonce en dit un autre. Publicité trompeuse. Donc, il ne faut pas oublier de faire un avenant, tout simplement. Une erreur sur la surface indiquée sur l'annonce. Alors là, bon, faut faire attention. Autre chose importante aussi, c'est que les publicités relatives à des opérations de vente en tant que professionnel d'immobilier et surtout en tant qu'agent commerciaux, mandataire, et c'est vrai sur les annonces, mais c'est aussi vrai sur l'intégralité des documents que vous allez utiliser, de vos documents professionnels,
il doit y avoir obligatoirement votre qualité d'agent commercial, que ce soit sur vos mandats, sur vos courriers, sur votre annonce. Votre qualité sur votre site, votre qualité d'agent commercial doit être partout, en fait. C'est aussi simple que ça. Il faut que, si vous avez un site Internet, il faut que la première chose, enfin, il faut qu'il n'y ait aucun doute sur votre qualité d'agent commercial. Il ne faut pas qu'il y ait un amalgame ou un doute sur ce que vous soyez agent commercial ou agent immobilier. Parce que là c'est pas bon. C'est du pénal aussi. Voilà. Donc, je voulais aussi faire un point sur ça parce que ça paraît évident, mais je vous garantis que ce n'est pas évident pour tout le monde. Voilà, j'en ai fini pour cette petite présentation. Si vous avez des questions, je peux encore rester. Et après, c'est Grégory qui prend la suite avec Tracfin. Voilà pour moi. Alors, je vais en profiter pour vous mettre les textes dans le chat, ça sera fait. J'ai une question relative aux baisses de prix et aux avenants. Oui. Est-ce qu'un avenant peut être accepté, enfin, est-ce que la baisse de prix peut être validée sur simple mail? Non, il faut un avenant. D'accord. Non, obligatoirement un avenant, ouais. Voilà, je vous ai mis les 3 textes. Jonathan, moi j'ai une question. Mm-hmm. Quand tu es dans l'intranet, que tu fais ton calcul, donc charge acquéreur, charge vendeur, quand tu es en charge vendeur, c'est relativement simple. Imaginons que je te donne un exemple, tu es à 3%, donc tu fais 30 000 multiplié par 0,97 et donc tu arrives sur ton prix net vendeur. Par contre, quand tu le fais dans l'autre sens, ça ne marche pas en fait. Quand tu fais le prix net vendeur divisé par 0,97, tu ne retombes pas sur ton FAI. Je ne sais pas comment on arrive à avoir le bon calcul à charge acquéreur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis. Alors, ça veut dire que tu as un barème en pourcentage? Oui, quand tu as un barème en pourcentage. Voilà, d'accord. Alors, vas-y, Louis, je vois que tu te connectes si tu veux répondre. Ouais, je vais répondre. Je sais que tu es bon en calcul. Le calcul dans l'autre sens, c'est pas le même. Et il y a une formule mathématique qui te permet de trouver le bon montant. Et on vous l'enverra, la formule mathématique. Mais c'est une formule compliquée. Donc, moi, ce que nous, on propose, c'est de partir toujours du net vendeur. Le prix de vente, quand les honoraires sont charge vendeur, le prix de vente ne contient pas de commission, d'honoraires. On est d'accord là, tout le monde est d'accord là-dessus. Un bien qui vaut 1 million, il est mis sur le marché 1 million, il n'y a pas les honoraires dessus. C'est comme si le vendeur vendait le bien 1 million, il prend le million et une fois qu'il a vendu son bien 1 million, eh ben, il paye les services, il paye le service qu'il a payé, qu'il a acheté, c'est-à-dire les honoraires. C'est comme ça qu'on l'entend. Hein. Voilà la formule, tu l'as là. Tu te rappelles, Louis, c'est un article qu'on avait fait ensemble, tu vois. Ouais, tu l'as la formule. Voilà. Et on vous l'enverra si ceux qui veulent le calculer justement. Donc, pour éviter de prendre ce calcul compliqué, nous, on vous conseille de partir du net vendeur, de combien veut la personne, et vous n'allez pas trouver exactement le même chiffre, mais comme il n'y a pas beaucoup d'écart et qu'il est à l'avantage du vendeur, autant faire simple. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit décalage en fait. Il y a toujours un petit décalage. Voilà, la formule, vous l'avez là. Honoraire. Ah non, ça c'est… Ah merde, je vais remettre. Pour l'écran. Vas-y, remets-la pour que je explique un petit peu pendant que nous y sommes. Non, ouais, je vais la mettre. Je retourne sur le site.
Ça ramène un peu là comme… Voilà. C'est curieux parce que cette formule-là, je l'ai vue nulle part ailleurs. En fait. Moi non plus. Il n'y a que nous. Hein. Ça, c'est ouais. C'est là qu'on a la précision du réseau. Quoi. Donc, quand vous avez un vendeur qui veut en l'occurrence, dans cet exemple-là, le vendeur, il veut 180 000 euros. Point. Si on applique les 6% à 180 000 euros, on n'a pas le vrai chiffre parce que quand on fait le calcul à l'envers, ça tombe pas rond. Donc, pour avoir vos honoraires, quand le vendeur il vaut 180 000 euros net vendeur et que vous voulez 6% dans l'exemple qu'on a, on a une formule qui est les honoraires sont pourcentage, donc le 0,6%, le 6%, pardon, prix multiplié par prix net vendeur divisé par 1 moins le pourcentage. Donc, en l'occurrence, lorsque le vendeur, dans cet exemple-là, lorsque le vendeur il veut vendre 180 000 euros et que vos honoraires sont de 6%, vous avez une commission de 11 489. Donc, vous rajoutez 11 489 à 180 000 euros, ça vous fait un prix de vente 191 489. Voilà. Si vous partez du net vendeur 180 000 et que vous rajoutez 6%, ça fait 10 800 euros d'honoraires. Donc, quand vous rajoutez 10 800 euros à 180 000, ça vous fait 190 800. Vous voyez que dans ce cas-là, le prix de vente sera de 190 800 au lieu de 191 489 qui devrait être le vrai prix. Ce qui fait que le vendeur, il gagne presque 800 euros. C'est ça, si j'ai bien calculé. Ouais, le vendeur gagne 800 euros avec la formule de calcul direct, le prix net vendeur plus multiplié par 6%. Bon, si ça, on vous l'enverra. Tu pourras le recopier, ça, et l'envoyer à tout le monde. Pour ceux, c'est con, hein, c'est con, mais si vous utilisez la bonne formule, vous gagnez 800 euros sur la vente, quoi. Je vais faire tout de suite un screenshot et je vous le mets dans le chat. C'est clair que ça vous fait un petit calcul à faire, mais vous gagnez 800 euros. 800 euros pour un petit sortir une calculette, ça vaut le coup. et peut-être qu'à la fin de l'année, ça fait 12 000 euros. Quoi. Bah, bien sûr, attends, 800 euros, c'est pas négligeable. Hein. Bah, carrément. Alors, et en plus, vous respectez la législation, là, parce que vous avez mis le vrai pourcentage qui était affiché dans votre barème. Je vous ai mis la formule dans le chat. Alors voilà, comme disait Jonathan, là on voit qu'on est vraiment pointu parce que personne n'utilise la vraie formule. J'ai jamais vu un mec faire ça sur… Ça c'est sûr. Mais là, pour le coup, on devrait parce que c'est plus intéressant en fait. Voilà, tout à fait. Voilà, parenthèse fermée. Moi, j'en ai fini en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi, je me mets sur le TRACFIN, mais vous pouvez évidemment continuer à poser des questions à Jonathan. Louis, pour info, je vais te mettre administrateur. Moi, je vais rester encore un petit peu, puis après, je vais vaguer à d'autres tâches. Jonathan, est-ce que vous voyez mon écran là sur le TRACFIN? C'est bon. Ouais. C'est bon? OK. Alors, petit rappel des principes généraux. Donc, on a la Commission nationale des sanctions qui aligne plusieurs décisions sanctionnant les agences immobilières pour manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment. Donc, je vous rappelle les quelques règles que nous donne la Commission nationale des sanctions et puis très vite, on parlera des critères d'alerte et puis les sanctions encourues. Je rappelle que le document à remplir sur le TRACFIN est disponible sur Expertimo Cloud dans la partie base documentaire, éléments relatifs aux éléments de facturation. Hein, donc, Expertimo Cloud, base documentaire, éléments de facturation. Donc, on va peut-être y aller tout à l'heure.
Donc, la commission nous rappelle que l'agent immobilier est tenu d'accomplir les vérifications imposées par le niveau de risque de blanchiment, même si ces vérifications sont également réalisées par le notaire et par la banque. Et donc, c'est en ça qu'il faut pouvoir prouver quelque part l'accomplissement de ces vérifications, d'où la fiche TRACFIN à remplir à chaque fois. Évidemment, à partir du moment où on est tenu d'accomplir les vérifications, il faut pouvoir démontrer que nous avons bien accompli ces vérifications, d'où le remplissage de la fiche. Deuxièmement, la commission nous dit que la cartographie des risques doit être complète. Sous-entendu, est insuffisante la cartographie qui ne comprend pas d'évaluation ni de classification des risques propres à l'agence, tels que la nationalité des clients, leur résidence, leur mode de financement à l'opération. Mais encore une fois, à partir du moment où vous remplissez la fiche TRACFIN qui est disponible, vous respectez la cartographie que la commission nous invite à respecter. La commission nous dit que la conclusion rapide d'une vente n'exclut pas la nécessité de procéder aux mesures de vigilance et que la détermination du bénéficiaire effectif d'une transaction nécessite pour les personnes morales une vérification des statuts. En ceci, l'extrait cabis n'est pas suffisant. Donc voilà les règles générales de la Commission nationale des sanctions, qui nous invite à vérifier un certain nombre de choses que vous retrouverez d'ailleurs, on le mettra dans le chat, que vous retrouvez sur un site qui s'appelle www.economy.gouv/TRACFIN/ligne directrice. Je vais vous les mettre dans le chat. Alors, les critères d'alerte qui sont évidemment à renseigner dans votre fiche TRACFIN. Vous avez des cas de vigilance qui sont les cas les plus souvent rencontrés. Et puis, vous avez les autres critères justifiant une déclaration de soupçon. Donc, si le critère que vous rencontrez ne correspond pas aux 5 ou 6 premières lignes des cas de vigilance qui sont renseignés dans la fiche TRACFIN, évidemment, vous les mettez dans la partie autres critères justifiant une déclaration de soupçon. Donc, les critères sur lesquels nous alerte la Commission nationale des sanctions, c'est la discordance entre le profil du client et la valeur du bien. Si vous avez un étudiant, un adolescent qui s'achète une maison à Saint-Tropez, c'est potentiellement un critère d'alerte. Discordance entre la valeur du marché et un bien immobilier, toujours pareil, une maison à 1 500 € du mètre carré sur la Côte d'Azur, pas évident, donc c'est en soi un critère d'alerte. Présence d'un tiers aux côtés du client dont le comportement tente à faire penser qu'il s'agit du bénéficiaire réel. Voilà, là, on revient sur la notion de bénéficiaire effectif. Il faut vraiment s'attacher, c'est une évidence dans la plupart des cas, mais il faut vraiment s'attacher à s'assurer que le bénéficiaire effectif est bien celui qui fait qui fait la transaction. Le client procède à des achats-reventes en un TEF. Les fonds sont émis par un compte différent du compte de l'acquéreur. Recours à l'interposition de plusieurs personnes morales qui tentent à opacifier l'identification du bénéficiaire réel. Bon, là, c'est si vous êtes évidemment face à une situation où vous avez une superposition de personnes morales qui tentent à penser qu'on essaie de masquer justement le bénéficiaire effectif. Alors, il y a des secteurs qui sont un peu plus sensibles. La commission dit que quand on a des fonds qui proviennent du BTP ou de la restauration, pour une raison qu'on ignore, il faut, en tant que tel, c'est un critère d'alerte. De même que les biens de luxe, quand vous vendez un bien de luxe, la Commission nationale des sanctions dit que elle dit très exactement à signaler également, s'agissant des agents immobiliers, que la Commission nationale des sanctions a considéré à plusieurs reprises que le secteur des biens immobiliers de luxe ou de prestige présente des risques particuliers nécessitant une attention soutenue au regard des obligations anti-blanchiment. Voilà, donc quand vous avez la chance d'avoir un mandat sur un bien de luxe, il faut y apporter une vigilance particulière. Comportement insolite ou atypique du client, connivence supposée entre le vendeur et l'acquéreur, montage anormalement complexe, présence d'une personne politiquement exposée. Alors là aussi, cas de vigilance si vous traitez avec un homme politique, zone géographique sensible. Voilà les critères d'alerte qui sont à reporter sur la fiche TRACFIN si vous êtes face à un de ces cas-là.
Alors, les sanctions encourues. Vous verrez que les sanctions encourues, elles sont d'ordre financier. Tout manquement aux obligations peut donner lieu aux sanctions suivantes. Donc, vous avez soit une injonction ordonnant à l'une de ces personnes de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer. Bon, ça, c'est évidemment pas très… ça, c'est une petite claque pour vous dire la prochaine fois, il faudra mieux faire. Une interdiction temporaire d'exercice, ça, c'est plus embêtant. Et une amende administrative qui correspond à 2 fois le montant de vos honoraires, puisqu'on dit que lorsque l'avantage retiré du manquement de déclaration, c'est bien vous que cela concerne et non pas votre client, cette sanction peut être au plus le double du montant de cet avantage. Donc, sous-entendu, évidemment, dans le cas précis, vos honoraires. Voilà. Donc, je dirais que le risque d'un défaut de déclaration, s'il est avéré, c'est une interdiction temporaire d'exercice et le remboursement de 2 fois le montant de vos honoraires. Voilà les sanctions encourues. Donc, on ne parle pas de pénal, il n'y a que vos clients qui risquent évidemment une sanction pénale pour les cas qui auraient été identifiés sur la slide précédente. Vous encourez des sanctions financières. Là-dessus, je dirais que étant tous rattachés à la même carte T, on a un devoir de vigilance pour qu'Expertimo ne soit pas un jour dans le viseur de la Commission nationale des sanctions. Sous-entendu, on est un petit peu tous dépendants des agissements des uns et des autres. Et c'est pour ça que cette fiche TRACFIN nous oblige quelque part à nous poser les bonnes questions à chaque fois qu'une transaction est réalisée. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. On m'avait posé la question de savoir si votre client était au courant de sa dénonciation, entre guillemets. Alors non, les déclarations de soupçon des agents immobiliers doivent être adressées directement à TRACFIN et le client faisant l'objet d'une déclaration de soupçon n'a nullement connaissance de l'origine de la dite déclaration. Et lui, évidemment, en cours des poursuites pénales si jamais le procureur de la République est saisi par TRACFIN. Donc, soyez rassurés, votre client n'est pas au courant, nous dit la commission, de l'origine de la dite déclaration. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il y a aussi la liste, je vais vous le mettre dans le chat pendant que Louise vous parle, sauf si vous avez des questions. Il y a aussi la liste des personnes figurant au registre national des gels des avoirs qu'il faut consulter aussi pour vous assurer que vos clients ne font pas partie de cette liste. Donc, je vais vous mettre dans le chat la liste, le lien qui vous permet d'avoir accès à cette fameuse liste des personnes figurant au registre national des gels des avoirs. Et puis le lien économie.gouv sur les lignes directrices à vérifier quand vous avez une transaction, mais qui vous sont présentées dans la slide. Voilà, c'est tout pour moi. J'interviens juste, Bruno, si tu permets. Oui, bien sûr. Je vais remettre une nouvelle fiche sur Expertimo Unplug parce qu'on m'a posé la question sur le GAFI des pays contrôlés qu'on a mis en bas de la première page. Donc, on va les enlever, on va vous mettre le lien. Le lien qui ne fonctionne pas. Donc, on va supprimer la liste et on va renvoyer le lien directement sur le site du GAFI, parce que comme ça se modifie souvent, on avait mis une liste de pays, mais elle est modifiée depuis. Voilà. Alors, le lien, Florence, tu fais référence au lien qui était dans l'hebdo Expertimo? Non. D'accord. Non. Je fais référence au lien qu'il y a en bas de la page, la première page de la fiche TRACFIN. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Oui, voilà, oui. et qui faisait état d'une liste de pays. Mais comme c'est… TRACFIN.bercy.gouv. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc, je vais changer parce que ce lien ne marche pas. Et du coup, il faudra juste aller cliquer là-dessus pour connaître les pays au jour J, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et puis pareil, je vous mettrai dans le chat la manière dont vous arriverez sur les informations dont on vous a parlé et qui figurent dans Expertimo Cloud.
Oui, Louis. Ouais, moi, je voudrais juste intervenir parce que je vois des commentaires par rapport à ces commentaires. Je crois qu'il faut vraiment insister à nouveau parce que je vois que faire si les acheteurs ne veulent pas communiquer leurs revenus, qu'on ne doit pas parler de financement avec les acheteurs. C'est tout le contraire. On est obligé, ne serait-ce que par rapport à votre client. Moi, je ne sais pas, je ne conçois pas de vendre un bien, de faire signer un compromis à un acheteur, donc vendre un bien à un vendeur, sans savoir comment, comment est financé ce bien. Je ne comprends pas certains commentaires. Mais c'est une obligation dans votre métier de savoir comment est financé le bien, d'où viennent les revenus. Et en plus, comme le vient de le démontrer Grégory, c'est une obligation légale. Vous devez savoir comment est financé le bien. Si, normalement, légalement, si la personne vous dit bah non, je ne veux pas vous dire comment je finance, non, je ne veux pas vous dire quels sont mes revenus, vous devriez dire OK, bah écoutez, je fais une déclaration, ou alors non, par rapport à mon vendeur, on ne fait pas la transaction parce que je ne sais pas comment ça va être financé. Le compromis, ce n'est pas une loterie. Ce n'est pas de dire, ah bah tiens, voilà, on signe le compromis, puis on verra bien comment ça va se passer, quoi. Le compromis, c'est un engagement d'un vendeur et votre engagement en tant qu'intermédiaire d'apporter le bon acquéreur à votre vendeur. Vous devez savoir comment est financé le bien. L'acheteur qui vous dit, je ne veux pas vous dire combien je gagne, ben, dites-lui, OK, moi, vous savez, on a une obligation dans notre métier et je serai obligé de faire une déclaration TRACFIN. C'est le sens de ce que vous a expliqué Grégory tout à l'heure. Je vois des commentaires où on dit ben non, on n'est pas obligé. Quoi. Mais si, on est obligé. C'est votre métier. Donc, faites-le. Légalement, quand la personne ne veut pas vous donner une pièce d'identité, par exemple, parce que j'entends parfois aussi, eh ben oui, on est agent immobilier, on n'a pas le droit de demander des pièces d'identité. Si, c'est une obligation légale qui fait partie de notre métier. Vous devez demander des pièces d'identité, de savoir qui vous avez en face de vous. C'est une obligation légale, on a le droit. Donc, il faut, quand vous faites une vente, il faut connaître les revenus de votre acquéreur, savoir comment est financé le bien, et s'il ne veut pas vous le communiquer, le mettre sur la fiche TRACFIN. La fiche TRACFIN, ce n'est donné à personne, c'est un document interne qui montre que vous vous êtes posé la question. D'où viennent les fonds? Est-ce que cette personne est une personne à risque? Est-ce qu'il y a un financement possible du terrorisme? La fiche TRACFIN doit dire non, il n'y a pas. Donc, voilà, je me suis posé la question. Je suis sûr que je me suis posé toutes les questions. Je n'ai pas vu d'élément déclencheur. Donc, on a la fiche TRACFIN. C'est nous qui la signons. Ce n'est pas le vendeur, ce n'est pas l'acquéreur, bien sûr. Hein, c'est une fiche interne. L'acquéreur ne la voit pas, cette fiche. Il n'a pas à la voir, il n'a pas à la signer. Donc, c'est une fiche interne. Et si vous voyez un élément déclencheur, on doit déclarer à TRACFIN qu'il y a des doutes sur l'origine, le financement ou le terrorisme. Voilà. Donc, cette fiche, elle est obligatoire. Certains réseaux ne le font pas. Je le sais bien, on l'entend souvent. Mais cette fiche a été obligatoire parce qu'elle prouve tout simplement que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il y a un risque? Et cette question-là, vous savez tous que vous êtes obligé de vous la poser. Si vous ne l'écrivez pas, nous, on ne sait pas que vous êtes posé la question et vous n'êtes pas sûr d'avoir posé toutes les questions que vous devez vous poser. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « non, je ne veux pas vous donner mes revenus », bon, bah après, c'est à vous de juger. Vous n'allez pas forcément faire une déclaration TRACFIN. Vous pouvez mettre effectivement que la personne n'a pas voulu vous donner la source de ses revenus et le montant de ses revenus, mais s'il y a un problème sur ce client-là, ça sera de votre responsabilité. Il faut bien comprendre que vous rentrez dans le coup de la loi avec des pénalités, des pénalités qui peuvent vous être demandées. Voilà, avec une interdiction d'exercer qui est possible aussi. Voilà. Donc, non, ce n'est pas anodin. Oui, c'est obligatoire.
Oui, c'est un document interne. C'est vous qui signez la fiche, ce n'est pas l'acquéreur. Voilà, je crois que j'ai répondu un petit peu à tout ce Voilà, qui… exactement. En tout cas, ça répond à la question de Julie. Donc voilà, effectivement, la fiche TRACFIN, ça permet de prouver que vous vous êtes posé les bonnes questions le jour où on vous demande si vous vous les êtes posées. C'est un petit peu ça. OK. On passe au DIP, Louis? Allez, on va passer au DIP. Donc, par rapport au DIP, beaucoup sont étonnés que dans notre réseau, on ne demande pas le document d'information précontractuelle. Alors, pourquoi? Parce que déjà, c'est le sens de la loi. On va revenir sur la loi d'origine dessus, hein. Mais parce que nous en avons discuté avec l'ancienne DGCCRF, qui est aujourd'hui la DDPP. Nous avons, lorsque la loi Allure est sortie, nous avons discuté avec eux et ils nous ont confirmé que le DIP n'était pas obligatoire dans le cadre de notre métier. Pourquoi? La loi Allure, la loi Allure, elle concerne tous les démarchages de tous les métiers. Elle ne concerne pas l'immobilier exclusivement. Elle concerne tous les métiers avec démarchage. Elle dit que pour que quelqu'un qui fait venir un serrurier ne se fasse pas rouler, il faut que le serrurier prouve qui il est, c'est un vrai professionnel, qu'il a une carte professionnelle, prouve qui il est, et qu'il fasse un devis avant d'intervenir et avant de se faire payer par le client. Voilà. Donc, la loi dit qu'avant de signer un contrat de vente, il faut une information précontractuelle. Et l'interprétation de beaucoup d'agents immobiliers était qu'avant de signer un mandat de vente, il fallait un DIP. La DGCRF, en discutant avec nous, est d'accord avec nous que le contrat de vente dans l'immobilier, c'est le compromis. Ce n'est pas le mandat de vente. Le mandat de vente, c'est un mandat d'entremise. D'ailleurs, souvent, les conditions qui vont être les conditions de la vente, aujourd'hui, souvent sont différentes puisque la commission peut être négociée maintenant. Donc, sur un mandat de vente, vous avez une commission. Sur un contrat de vente qui est le compromis, vous avez parfois une autre commission. Donc, la DGCRF du Vaucluse est d'accord là-dessus. Donc, on n'a pas de DIP et ça s'est très bien passé. On a eu des contrôles. Lorsqu'on a des contrôles, régulièrement, quand il y a des agents qui sont accusés, on a des contrôles. C'est le Vaucluse qui nous les fait et on n'a jamais eu de problème avec le DIP. Ceci dit, il y a beaucoup de départements où la DDPP, l'ancienne DGCRF, interprète la loi en disant qu'il faut un DIP pour un mandat de vente. Donc, aujourd'hui, on vous propose, parce que vous êtes tous sur des départements différents, pour éviter tous les problèmes, tout conflit, toute interprétation, nous vous conseillons de faire un DIP. Donc, vous avez un document qui vous a été envoyé. Ce DIP permet, donc, c'est une fiche signalétique d'Expertimo qui nous sommes. Donc, c'est facilement rempli, c'est très vite rempli. Donc, voilà, nous vous conseillons de le faire systématiquement maintenant, comme font tous les autres réseaux, pour éviter tout problème de futur qui pourrait être d'interprétation, même si jamais la DDPP change dans le Vaucluse, pour éviter tout problème futur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, il vous sera envoyé, le DIP vous sera envoyé. Dans les mandats électroniques, il y est déjà. Là, c'est pour les mandats papier. Pour ceux qui continuent à faire des mandats papier, vous devrez rajouter un DIP. Est-ce qu'on doit vous l'envoyer avec le mandat ou est-ce qu'on le garde dans notre propre dossier? Oui, il faut l'envoyer avec le mandat. OK. OK, c'est bon pour tout le monde? Donc, maintenant, on va aborder les questions de mandat.
validité en fait, la question on va tourner autour de la question de la validité du mandat. Là, on ne parle pas du mandat électronique, hein, puisqu'il est déjà à peu près bien fait. On va vous parler de la validité du mandat papier. Sachant que je vous recommande à tous de passer tout en électronique, d'avoir du papier, de faire du papier quand vous ne pouvez pas faire de l'électronique, mais de tous passer en mandat électronique parce que c'est beaucoup plus simple pour vous, c'est plus économique, parce que vous savez que lorsque vous faites du mandat papier, il faut nous envoyer les originaux. Donc, vous économisez les frais de timbre, sachant que le mandat électronique, ça coûte 3 € par mois, quel que soit le nombre de mandats. Alors, il y a des questions sur le téléchargement du document. Bon, on verra ça, hein, bien sûr, mais vous aurez tous le DIP. Puis, si vous avez d'autres modèles de DIP, vous pouvez les utiliser aussi. Hein, ce n'est pas un modèle très strict. Hein, il n'y a pas de règles absolues là-dessus. Hein. C'est pas comme Louis, je crois qu'il y a un problème de téléchargement pour ceux qui n'auraient pas encore leur compte Expertise Cloud, puisque en fait, le document est dans Expertise Cloud. Donc, pour ceux qui n'ont pas leur code d'accès Expertise Cloud, faites-nous un petit mail. Comme ça, ce sera l'occasion pour vous d'avoir et le document et l'accès à Expertise Cloud. Voilà, vous aurez l'accès à Expertise Cloud, vous aurez accès à plein d'autres choses en plus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour vous. Donc, je vous recommande de passer tous au mandat électronique. Hein. C'est vraiment un gain de temps, de sécurité. Vous faites moins d'erreurs. Vos mandats seront pratiquement à coup sûr valables. Et vous n'aurez plus aller en plus à la poste. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, sur la validité du mandat, vous avez différents types de mandats. Hein. Vous avez, ça, c'est pareil, je reviens là-dessus aussi parce que j'ai parfois des questions. Vous avez 3 types de mandats. Vous avez le mandat de vente, le mandat de recherche et la délégation de mandat. Ce sont 3 mandats qui sont autant valables les uns que les autres pour avoir une commission. Hein, ce sont des mandats qui sont faits dans différents cas. Et tous, il faut qu'ils soient tous numérotés. Quand vous avez une délégation de mandat d'une autre agence ou d'un autre réseau, il faut que vous numérotez votre délégation de mandat, sinon elle n'est pas valable. Hein. OK ? Donc, le mandat de vente, c'est lorsque vous avez un vendeur qui vous propose de vendre son bien. Un mandat de recherche, c'est lorsque vous avez un acquéreur qui recherche un bien. C'est souvent un document qu'on fait lorsqu'on n'a pas de mandat de vente. On passe par un mandat de recherche. Et la délégation de mandat, c'est une autre agence, un autre agent qui dit, voilà, j'ai un mandat et je te le délègue. Avec cette délégation, tu peux faire de la publicité, tu peux faire des visites, tu peux vendre le bien. Voilà. Et bien sûr, les conditions de partage sur la délégation sont déterminées, sont écrites. Sur chaque mandat, vous devez avoir le numéro de mandat, c'est très important. Si vous êtes en mandat papier, il faut nous demander par texto, SMS ou téléphone le numéro de mandat et la date qui va avec. Il faut que la date soit cohérente, hein, toujours. Et puis, bien sûr, les informations de l'agent, vos informations à vous sur ces 3 mandats. Hein. C'est trois choses très importantes. Si vous n'avez pas de numéro de mandat et que les dates ne correspondent pas, vous n'avez pas droit à honoraire. Lorsque vous avez une délégation de mandat, les honoraires sont ceux qui sont sur le mandat de vente, donc de l'agence qui délègue. C'est ces honoraires-là que vous pouvez partager comme vous l'entendez. Donc, sur un mandat aussi, pour qu'il soit valable, ce qu'il est obligatoire d'avoir, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle la chose et le prix. C'est-à-dire que dans le mandat, la chose, donc le bien qui est vendu, doit être clairement déterminé et le prix doit être clairement déterminé. La chose, donc, ce qu'on a sur la chose, c'est qui vend le bien. On doit avoir un descriptif du bien avec, je vous le recommande systématiquement, les références cadastrales du bien. Et on doit avoir notamment aussi, voir si c'est une copropriété ou pas. Et ça, comment vous le savez, qui vend le bien?
ce que contient le bien, est-ce que c'est une copropriété ou pas, vous ne le savez que d'une seule façon. Ce n'est pas le vendeur qui va vous le dire, c'est le titre de propriété. Il n'y a que sur le titre de propriété que vous pouvez être sûr de tout ça. On a régulièrement des agents qui nous appellent en disant « c'est la cata, j'ai vendu un appart avec un grenier et on vient de s'apercevoir que le grenier n'appartient pas à l'agent, au vendeur, mais qu'il appartient à la copropriété. Je viens de vendre une maison et en fait, il avait acheté avec sa femme, ils se sont arrangés, mais la femme est toujours propriétaire du bien. » On a régulièrement ce genre de cas. Vous pensez bien que la vente est foutue. Dans pratiquement tous les cas, quand le mec il s'aperçoit qu'il achète dans la copropriété, il y a une partie qui n'y appartient pas au vendeur, mais qui appartient à la copropriété, mais que le vendeur il l'a compris dans son prix, dans les mètres carrés, hein, bien sûr, la vente est foutue. La seule façon pour vous d'être sûr de ce que vous vendez, c'est le titre de propriété. Demandez-le systématiquement. Je sais que vous avez des réticences parce que les vendeurs eux-mêmes ont des réticences parfois, parce qu'il y a le prix auquel ils ont acheté ce bien. Demandez-leur les premières pages. Demandez-leur juste les premières pages, là où sont les éléments qui vous intéressent. Vous demandez des photocopies du descriptif de qui est propriétaire et du descriptif de ce qui est vendu. Bon, je vois, il y a des questions sur la copropriété, tout ça. Oui, bon, ça, c'est des éléments qu'il faut avoir, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui est déterminant dans la chose et le prix. Hein, c'est des choses qu'on peut voir par ailleurs, mais qui n'engagent pas un risque aussi important que ne pas savoir qui vend ou ce qu'on vend. Donc, ensuite, il y a le prix. Le prix doit être déterminé. Aujourd'hui, on peut négocier nos honoraires, donc déjà, c'est plus simple, mais il doit être clairement écrit dessus. On doit clairement savoir qui vend le bien, qui va payer les honoraires et de combien sont les honoraires. Mais ça, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs sur le prix, donc là-dessus, en général, ça va plutôt bien. Dans les mandats aussi, une petite précision, parce qu'on a des questions de temps en temps, l'irrévocabilité de 3 mois. Donc, quand on prend un bien quand on prend un bien en cas de démarchage, pardon, excusez-moi, j'avais oublié le terme, en cas de démarchage, quand on prend un bien, vous savez que vous avez la période où le vendeur peut se rétracter hein, et vous avez une période irrévocable de 3 mois qui comprend cette période où le vendeur peut se rétracter. Ces 3 mois, c'est 3 mois maximum. C'est la loi, on ne peut pas dépasser ces 3 mois d'irrévocabilité. Par contre, on peut le réduire. Vous pouvez très bien dire, voilà, avec mon vendeur, on se met d'accord pour qu'il y ait 1 mois d'irrévocabilité. À partir de ce mois, le vendeur peut arrêter le mandat comme il l'entend. Ça peut peut-être vous aider à prendre des mandats exclusifs, par exemple. Voilà. Parce que les 3 mois, ça peut bloquer certaines personnes sur un mandat exclusif. Vous lui dites, écoutez, moi, je vous ai fait des promesses, je vous ai dit comment on allait travailler, je vous ai dit ce que j'allais faire. On se fixe 1 mois. Si au bout d'1 mois, vous voyez que je n'ai pas tenu ma parole, que je n'ai pas fait ce que je vous ai dit qu'on le mettra en place, à ce moment-là, vous pouvez arrêter le mandat. Et ça, pour le modifier, tout simplement, vous avez dans le mandat une partie clause particulière. Vous spécifiez dans les clauses particulières que la révocabilité est de 1 mois. Je vous répète, vous n'avez pas le droit de le faire plus de 3 mois. Vous ne pouvez pas dire pendant 4 mois, le mandat est irrévocable. Ça, on sort de la loi. OK ?
Ensuite, donc, on va aborder les mandats exclusifs, non exclusifs, semi-exclusifs. Alors, les points que j'aborde, c'est les points que je vois les plus défaillants dans nos mandats. Puis, c'est les points aussi sur lesquels nous avons des questions régulièrement. Hein. Donc, bon, tout le monde sait mandat exclusif, non exclusif. Semi-exclusif. Alors, dans notre mandat papier, il n'y a pas d'honoraires prévus pour le mandat semi-exclusif. Le mandat semi-exclusif, c'est vous êtes seule agence, il y a une seule agence et votre vendeur a le droit de le vendre en direct. Dans notre mandat, il n'y a pas d'honoraires qui sont prévus. Par contre, vous pouvez le prévoir. Là-dessus, vous allez dans clause particulière et vous dites qu'en cas de vente du bien par le propriétaire, vous aurez le droit à tant de commissions, 50%. En général, on met 50%, mais ça peut être 70%, ça peut être 30%. C'est vraiment une négociation. Vous le spécifiez dans les conditions particulières. J'ai une question, quelle est la différence avec et sans démarchage? Un mandat de vente avec démarchage, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes allé chez le vendeur pour prendre votre mandat. Mandat de vente sans démarchage, c'est le vendeur qui est venu vous voir. Et là, pour ça, il faut avoir une agence, un point de vente, parce que sinon, on ne peut pas faire de mandat avec démarchage pour un agent co. Il faut avoir un point, une agence. Dans ce cas-là, c'est le vendeur qui a fait la démarche, qui est venu vous voir. Donc là, dans ce cas-là, on considère que le vendeur est plus au fait, ou l'acquéreur, est plus au fait de la législation et que lorsqu'il vient vous voir, tout est complètement transparent et il sait ce qu'il va signer comme document. Et à ce moment-là, il n'y a pas de rétractation. En gros, le vendeur ne peut pas se faire rouler parce que c'est lui-même qui a décidé de l'action. C'est la différence entre quelqu'un qui va dans un magasin acheter quelque chose et acheter un tapis. Tiens, on va prendre un magasin, quelqu'un qui va dans un magasin acheter un tapis et le vendeur de tapis qui va au domicile de quelqu'un. Là, on considère qu'il risque de le rouler. Donc, il faut que ce quelqu'un soit averti et qu'il ait la possibilité de se désengager parce qu'il peut se faire rouler par la personne qui le démarche. C'est le sens de la loi Allure, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La loi Allure n'a pas été faite pour l'immobilier, elle a été faite pour tous les secteurs d'activité. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux types de mandats avec démarchage et sans démarchage. Donc, les agents co, c'est que des mandats avec démarchage, c'est obligatoire. Les agences, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des mandats de vente sans démarchage. Et là, vous n'avez pas les 14 jours de rétractation. Au terme de la période d'irrévocabilité, comment peut-on passer d'un mandat simple à exclusif ou vice-versa? Oui, il faut signer un nouveau mandat parce que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Donc, si au bout de 3 mois, vous avez un mandat exclusif et que le vendeur vous dit « je ne veux plus être en exclusif », vous signez un nouveau mandat. Sur le mandat exclusif, justement, bon, tout le monde sait ce que c'est, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, dans le contrat papier, dans le mandat papier, juste préciser que vous avez deux rubriques à écrire obligatoirement, alors que ce n'est pas le cas dans un mandat simple. Les deux rubriques, c'est les actions particulières et les modalités de compte rendu. Quand vous prenez un mandat exclusif, on considère que vous avez des devoirs envers votre mandant. Vous devez lui dire quelles sont les actions particulières qui font que vous méritez un mandat exclusif, que vous allez mettre un panneau, que vous n'allez pas faire des flyers, que vous allez faire de la publicité sur des sites spécifiques, que vous allez venir le voir tous les jours, enfin bon, tout ce que vous pouvez proposer pour un mandat exclusif. Et les modalités de compte rendu, vous devez préciser comment vous allez tenir informé le vendeur de votre activité et la périodicité de ces comptes rendus.
Vincent demande pour les démarchages, sans démarchage, si c'est des contacts ou connaissances. Non, il n'y a pas d'autre choix quand vous êtes agent co, c'est avec démarchage. Il n'y a pas d'autre choix, c'est la loi. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est avec démarchage agent co, on considère que les gens ne sont pas venus nous voir, c'est vous qui avez fait démarche. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Sur le mandat exclusif, vous avez aussi l'obligation de remplir la diffusion des annonces et le mandat non exclusif, semi-exclusif aussi. Donc là, nous, on vous conseille de mettre site réseau Expertimo et les sites partenaires. Comme ça, vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est beaucoup plus simple. Voilà pour les mandats, les points que je voulais aborder pour les mandats exclusifs et semi-exclusifs. Ensuite, nous avons l'obligation de DPE, oui, je voulais revenir dessus. Pour diffuser vos annonces, vous êtes obligé d'avoir un DPE. Un DPE en cours, ce n'est pas un DPE, ça ne sert à rien de l'écrire. Un DPE en cours, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un DPE. Vous êtes obligé d'avoir un DPE. C'est-à-dire que si vous rentrez un mandat et que le DPE n'a pas été fait, vous n'avez pas le droit de diffuser. C'est la loi. Sachant que si vous le faites, vous pouvez être condamné. Le DPE, lorsqu'un bien n'a pas de DPE, vous avez le droit de le diffuser par contre, parce qu'il n'y a pas de DPE. Là, vous mettez absence de DPE. Ce n'est pas la même chose que DPE en cours. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, pour ceux qui voudraient diffuser, parce que je vois que c'est fait, donc il y a un moment, il faut être pragmatique. Hein, on ne va pas vous dire, vous n'avez pas le droit et on va contrôler. Oui, non, vous n'avez pas le droit. Bon, je ne sais pas qui c'est Pierre. Elle me dit, ouais, bon, on n'a pas le droit de mettre DPE en cours, mais est-ce qu'on peut mettre en attente de DPE? Pierre, je ne voudrais pas dire, mais c'est pareil. Non, on n'a pas le droit de diffuser s'il n'y a pas de DPE, point. C'est la loi. Et excusez-moi, j'ai une question sur les risques naturels, parce que maintenant, depuis le début janvier, les risques auxquels sont soumis le bien, ça apparaît dans le DPE. Donc, on n'a plus besoin de mettre dans l'annonce le site Internet pour consulter l'état des risques? Non, si tu veux, l'état des risques par rapport à ton bien, ça n'a rien à voir avec le DPE. L'état des risques existe, il existe cet état des risques. Ouais. C'est parce que le diagnostiqueur le reprend, mais tu n'as pas besoin du diagnostiqueur pour faire l'état des risques. Ils existent déjà. Oui. Mais tu es en train de me dire, quand il est dans le DPE, est-ce qu'il faut remettre l'adresse du lien Internet pour y accéder quand même? Tout à fait. En bien plus, sûr, quand même. La loi, quel que soit le truc, il faut mettre l'état des risques. Mais tu comprends bien que tu ne peux pas mettre l'état des risques si tu n'as pas de DPE, donc tu n'as pas le droit de diffuser. Ah non, mais moi je parle dans le cas où il y a le DPE, hein. Mais vu que l'état des risques est dans le DPE, est-ce qu'il faut quand même remettre l'adresse Internet qui amène vers le site Géorisque? Oui, toujours. Le DPE, c'est une chose, l'état des risques, c'est une chose, il faut mettre les deux. Ouais, d'accord. Les deux sont obligatoires. Mais il me semblait que c'était obligatoire de mettre l'état des risques depuis début d'année dans les diagnostiqueurs sont pas tenus, c'est pas obligatoire de le mettre dans le diagnostic. Les diagnostiqueurs, mais les diagnostiqueurs le font, mais toi, tu peux l'avoir sans avoir de diagnostiqueur. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, le DPE est obligatoire pour, quelle que soit la vente, il est obligatoire. Quand il n'y a pas de DPE, parce qu'il n'y a pas de DPE, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été fait. C'est parce qu'un terrain, par exemple, pose la question, un terrain, il n'y a pas de DPE, bah, vous diffusez le bien, vous avez le droit de diffuser du bien parce qu'il n'est pas DPEable, je ne sais pas comment dire, mais il n'y aura jamais de DPE sur ce bien. Un bien qui n'a pas de chauffage, qui n'a jamais été chauffé, il n'y aura pas de DPE, vous avez le droit de diffuser. Mais là, ce n'est pas un DPE en cours. Pour le DPE. Oui.
Pour le DPE, j'ai bien compris qu'on n'avait pas le droit de diffuser, ça, il n'y a pas de souci. Mais parfois, on prend le mandat avant que ce soit fait et on diffuse qu'après. Mais dans ce cas-là, on marche pas sur le mandat qu'on attend le DPE pour diffuser, Oui, ou on marque rien du tout? sur le mandat, tu mets DPE en cours, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, d'accord. Bien sûr. Là, sur le mandat, tu peux le mettre DPE en cours. C'est sur Voilà. la pub qui Oui, doit ça j'avais bien. Donc, pour ceux qui veulent vraiment diffuser, alors je vous le dis, c'est interdit, hein, mais si vous devez diffuser un bien qui n'a pas de DPE, mettez un DPE, mettez un mauvais DPE, mettez un F, mettez un mauvais DPE, un DPE qui sera toujours pire que celui que vous aurez définitivement. Je préfère voir même si ce n'est pas légal, vous n'avez pas le droit, je préfère voir un DPE F que DPE en cours. En plus, DPE en cours, vous montrez clairement que vous n'avez pas fait votre boulot. Vous l'écrivez. Donc voilà, sur le DPE, ça je crois que tout le monde le savait, hein, mais je pense qu'il est important de le redire. Ensuite, loi Carrez. Je voulais aborder la loi Carrez aussi, parce que parfois, il y a encore ça donne lieu à des procès. Donc, la loi Carrez, elle est obligatoire pour les copropriétés. D'accord? Quand c'est un immeuble avec des appartements, ben, vous êtes sûr que c'est une copropriété. Quand c'est l'immeuble qui appartient à une seule personne, vous n'êtes pas sûr que c'est une copropriété. Quand c'est ce qu'on appelle une copropriété horizontale avec un lotissement, vous n'êtes pas sûr que c'est une copropriété. La seule façon dont vous êtes sûr pour ne pas faire d'erreur et ne pas avoir de problème par la suite, c'est d'aller voir le titre de propriété. Sur le titre de propriété, vous aurez la certitude si c'est une copropriété ou pas. Pour ça, vous avez écrit lot. Quand vous avez écrit lot, un lot sur un titre de propriété, vous êtes sûr que c'est une copropriété. Si vous avez un immeuble avec plusieurs appartements et que ce n'est pas il n'y a pas de lot, ce n'est pas une copropriété. Donc, pour vendre le bien, il va falloir faire la copropriété. Il va falloir faire venir un géomètre pour établir la copropriété. Et vous ne pouvez pas vendre ces appartements du même immeuble qui appartiennent à la même personne, donc, si vous n'avez pas fait savoir la chose, je reviens sur la chose et le prix, hein, si vous n'avez pas la chose précise de ce qui est vendu et de ce qui est en commun, en copropriété. Donc, ne vendez pas un bien un immeuble avec plusieurs appartements, lorsque vous ne savez pas si c'est une copropriété ou pas. Faites attention à ça. On a eu des cas, ça arrive régulièrement et ça fout en l'air les ventes. Hein. Donc, perdez pas de temps avec ça. Vérifiez. Bonjour Luis, une petite question s'il te plaît. Là tu dis s'il y a un lot, c'est qu'il y a copropriété. S'il n'y a pas de lot, ce n'est pas une copropriété. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok, hier j'ai été voir une maison. Le quartier est nouvellement construit. Oui. Ça veut dire que c'était marqué plan cadastral en cours. Et l'information que j'ai eue, c'est un numéro de lot qu'on a sur cette maison-là. Ça veut dire que c'est une copropriété? C'est une copropriété. Alors, pour les lotissements, ce qu'on appelle les copropriétés horizontales, il faut voir, là, comme tu dis, c'est tout neuf, donc c'est sûr que c'est une copropriété. Oui. Par contre, pour des lotissements plus anciens, tu peux avoir un titre de propriété avec un lot, mais que depuis, la copropriété a été reprise. Donc, ça peut arriver. Hein. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus une copropriété. D'accord. OK, merci Louis. Voilà. Donc, sur les lotissements, ça peut arriver. Hein. Le lotissement, il a 30 ans. Au début, il y avait une copropriété et depuis, elle a été reprise et il n'y en a plus. Oui, j'ai eu le cas d'une maison vendue dans ce cas-là. Ouais. Une copropriété, il y a toujours des charges, même quand elles sont minimes. Dans le cadre d'un lotissement, par exemple, elles sont horizontales, elles sont minimes, mais il y en a toujours. C'est bon de savoir.
Merci, Louis. Oui, bonjour, Louis. Moi, j'ai une question aussi. Vous m'entendez ou pas? Oui, je t'entends, vas-y. Oui. Moi, j'ai des clients là, qui ont acheté une maison qui, à l'origine, était en copropriété parce qu'il y avait 2 appartements donc, qui faisaient 2 lots et le garage qui comptait pour un 3e lot. Donc, ils ont acheté la totalité. Dans un premier temps, il y avait des locataires en rez-de-jardin. Ils sont partis et ils ont réaménagé l'ensemble, mais sans modifier la copropriété, en fait. Maintenant, c'est une monopropriété. Mais en fait, il y a plus vraiment de copro puisqu'ils occupent tous les lots. Il n'y a plus de copro. Donc là, s'ils vendent, si la question c'est ils vendent, qu'est-ce qui se passe? Soit ils vendent tout l'immeuble, soit ils réinstaurent une copropriété. Alors, ils ne sont jamais sortis de la copropriété. Donc, non, mais ils ne vendent pas. Ils vendent ou ils ne vendent pas? Ils vendent l'ensemble. Ah, ils vendent l'ensemble. Qu'est-ce que j'annonce, moi, sur la surface? S'ils vendent l'ensemble, oui. Donc là, il y avait écrit copropriété, mais eux, ils sont propriétaires du tout. Donc, il n'y a pas de copropriété, il n'y a pas de problème. La copropriété, c'est parce qu'ils ont acheté plusieurs appartements. Donc là, il y avait copropriété. Mais là, à partir du moment où ils sont propriétaires de tout l'immeuble, il n'y a plus de copropriété. Donc, ils vendent ensemble. Il y a pas de propriété. Donc, au niveau loi Carrez, je peux annoncer la Carrez et la surface au sol, quoi. Oui, là-dessus, tu n'es pas contraint par la loi Carrez. Parce que même s'il y a écrit lot, s'il y a des lots, tu n'es plus contraint parce qu'ils vendent le tout. D'accord. Bon, merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une question, Louis. Rebonjour, c'est Badia. Est-ce que cette règle s'applique aussi pour la location, hein, dans le cas d'un ensemble immobilier qui n'est pas en copropriété, mais qui dispose de plusieurs ensembles, enfin plusieurs biens? Est-ce que le propriétaire peut louer une partie? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Là, oui. D'accord. Il n'est pas obligé de tout louer. Non, bien sûr. D'accord, merci. Donc, un petit mot sur la rétractation. Donc, bien sûr, comme je vous disais, hein, tous les mandats en cas de démarchage, vous avez les 14 jours de rétractation. C'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas les réduire. Dire sur le mandat, bah, tiens, mon vendeur, il est d'accord pour faire 5 jours de rétractation. Non, c'est interdit. Il faut avoir la rétractation, c'est 14 jours, point. On peut pas faire autrement. La question que j'ai souvent, c'est est-ce que pendant cette période, on peut vendre le bien? Oui, on a le droit de le vendre, puisqu'en plus, on le spécifie, que pendant cette période, on a le droit de mettre le bien en vente. Mais imaginez que vous mettez le bien en vente le premier jour et que vous avez un acquéreur. Le deuxième jour, vous avez un acquéreur qui veut acheter. Le vendeur a le droit de se rétracter. Encore. Pendant 14 jours. Donc, faites bien attention aux acheteurs potentiels. Faites des bons de visite. Hein, voire, je vous conseille de faire des mandats de recherche pendant ces 14 jours. Pourquoi? Parce que si votre vendeur dit, vous amenez un acheteur au bout de 5 jours, votre vendeur, il va vous dire, bah, tiens, bonjour monsieur Marcel, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la vente ensemble, on ne passe pas par l'agent immobilier et j'annule le mandat, parce que j'ai 14 jours pour le faire. Il a le droit. Il a le droit, messieurs, dames. Donc, je vois que ça m'est arrivé. Heureusement que j'avais un mandat de recherche. Voilà. Oui. Alors, la seule façon pour vous protéger est d'avoir un mandat de recherche. Pourquoi? Parce que le mandat de recherche vous donne droit à commission et que donc, votre vendeur, il ne peut pas passer par votre acheteur. Votre acheteur ne peut pas passer par votre vendeur. Même le bon de visite ne fait pas… pourquoi le bon de visite n'a pas la même valeur? C'est parce que lorsque le bon de visite, il vous dit juste
j'ai un bien à la vente, je vous ai amené un client, donc vous n'avez pas le droit de me le prendre. Sauf que là, vous n'avez pas le bien à la vente, vous ne l'avez plus. Donc, messieurs, dames, comme je vous le conseille, lorsque vous prenez un mandat et que vous avez des visites et que vous avez des visites qui peuvent arriver à aboutir à quelque chose, faites des mandats de recherche. Un vendeur peut-il ne plus vendre alors qu'on lui a trouvé un acquéreur? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a pas mal de jurisprudence là-dessus. Hein. Un vendeur peut ne plus vendre. C'est son droit. Et les jurisprudences ne vont pas dans le sens de l'agent immobilier, c'est qu'on considère que le vendeur il ne veut plus vendre et vous n'avez pas le droit à commission. Mais, attention, il ne doit plus vendre. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de le remettre sur le marché 15 jours après, de refuser votre acheteur et de remettre sur le marché 15 jours après. Ça, il n'a pas le droit de le faire. Parce que là, vous pouvez réclamer des honoraires. Mais dans la jurisprudence, le vendeur qui ne veut plus vendre, même si vous lui avez trouvé un acquéreur, il ne vous versera pas d'honoraires. Qu'aborder encore? Ah oui, les avenants au mandat. Oui, vous pouvez faire des avenants pour le prix, essentiellement c'est le prix en général, sur les délais, vous pouvez faire des avenants, mais lorsque vous avez un changement significatif du mandat, notamment, on l'a vu la question tout à l'heure, vous avez un mandat qui passe de exclusif à non exclusif ou l'inverse, oui, refaites des mandats. Oui, même s'il a signé l'offre d'achat, oui, bien sûr, même s'il a signé l'offre d'achat, le vendeur ne peut ne plus vendre, il a le droit, c'est un droit constitutionnel. Il est propriétaire de son bien, il a le droit. Ça c'est la jurisprudence. Hein, donc, même si il y a eu beaucoup de cas de jurisprudence où des gens ont même signé des compromis, même après le compromis, le vendeur se rétracte. La jurisprudence va dans le sens du vendeur. Voilà, messieurs, dames, j'ai fait un petit tour global et rapide de pas mal de petits sujets. Je vais voir si vous avez des questions. J'ai essayé de suivre, mais je n'ai pas toujours pu. Alors, j'ai une question, oui, ça peut être intéressante. En cas de mandat simple et de résiliation au bout de 3 mois, comment obliger le vendeur à nous fournir le nom de l'acquéreur final qu'il aurait trouvé? Une lettre recommandée, tout simplement. Une lettre recommandée, d'abord, si tu poses la question, c'est parce que tu n'as pas eu les infos et qu'il ne veut pas te les donner. Quand il ne veut pas te les donner, c'est que c'est louche. Une lettre recommandée d'avocat, c'est beaucoup mieux. Si tu sens qu'il y a vraiment anguille sous roche, une lettre recommandée d'avocat. Voilà. Et là, s'il ne répond pas à la lettre recommandée d'avocat, c'est qu'il y a vraiment anguille sous roche. Là, il faut aller plus loin. Voilà, mes amis. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Ça faisait quelques temps que je n'étais pas intervenu. J'interviens à nouveau le 4, je crois, le mardi 4 de la semaine prochaine. Donc, avec plaisir. Est-ce qu'on a fait le tour là? On a fait à peu près le tour puisque je vois beaucoup de bonnes journées. Voilà. Bon, je redonne la parole. Greg, tu veux reprendre la parole? Non, bonne journée à tous. Merci pour votre attention et à la prochaine, à mardi prochain. À bientôt. La semaine prochaine pour moi. Ciao, ciao. Au revoir. Merci Louise, merci à tous. Bonne journée. Merci. Greg, je t'appelle là, c'est possible? Tu as dispo 2 minutes?